Salut tout le monde et bienvenue une nouvelle fois sur Abysseur. Aujourd'hui, on part pour une histoire fascinante mais aussi tragique. Au cœur de la nuit du 24 avril 1930, un gaz mortel a commencé à s'infiltrer dans les tunnels calcaires des grottes de Howe. Ce qui devait être un matin comme un autre s'est transformé en cauchemar, révélant les conséquences dramatiques de la négligence industrielle. Ceux qui suivent à la chaîne depuis un moment auront remarqué que j'ai changé la narration dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Votre avis compte vraiment pour moi. Nous sommes en 1930. Les États-Unis subissent encore les premiers contre-coups de la Grande Dépression. Les entreprises tentent tant bien que mal de rester à flot. Et la North American Cement Company ne fait pas exception. Sous pression pour réduire les coûts et accélérer la production, la sécurité devenait secondaire, ce qui rendait les erreurs potentiellement catastrophiques. Dans les collines tranquilles de l'État de New York, le calme fut brisé par l'agitation des ouvriers de la carrière de la compagnie, en pleine préparation pour le plus gros dynamitage de la saison. L'opération, méticuleusement planifiée, devait utiliser entre 6 et 11 tonnes de dynamite pour détacher près de 55 000 tonnes de calcaire de la falaise. À 5 heures pile, le sol s'est mis à vibrer violemment. Le bruit de l'explosion a retenti à des kilomètres à la ronde. L'onde de choc s'est propagée dans les formations rocheuses, provoquant de fines fissures semblables à des toiles d'araignée, qui atteignirent même le réseau complexe de cavernes situé juste en dessous. Les ouvriers, satisfaits du résultat, ignoraient totalement qu'ils venaient de libérer quelque chose de bien plus dangereux que des blocs de pierre. Ce même jour, Owen Wallis, électricien en chef âgé de 27 ans, responsable du bon fonctionnement de l'éclairage dans les grottes, arriva pour sa journée de travail sans se douter une seule seconde qu'il entrait dans un piège mortel. Malgré la complexité du lieu et les dangers inhérents, l'entreprise n'avait installé ni système de ventilation artificielle, ni surveillance de la qualité de l'air. On comptait uniquement sur la bonne fortune. Aucun plan d'urgence, aucun équipement pour se protéger des gaz. La sécurité était considérée comme une dépense inutile. À ses côtés, John Sagendorf, 45 ans, secrétaire de l'entreprise, mais bien plus impliqué que son titre ne le laissait entendre. Il tenait à accompagner les techniciens dans les profondeurs pour s'assurer que tout se passait en toute sécurité. Wallis et Sagendorf prirent l'ascenseur qui les descendit vers ce qu'ils pensaient être un environnement sûr et familier. Pourtant, dès qu'ils commencèrent à respirer l'air du souterrain, leur destin était déjà scellé. Les gaz toxiques libérés par l'explosion matinale s'étaient-ils à se faufiler dans les nouvelles fissures, empruntant les reliefs naturels de la roche pour atteindre les différentes salles des grottes. Du monoxyde de carbone, du sulfure d'hydrogène et d'autres gaz invisibles, prisonniers du sous-sol depuis des millénaires, circulaient désormais librement à travers le labyrinthe souterrain, celui-là même qui, quelques heures plus tôt, émerveillait les visiteurs par sa beauté. Pendant que l'ascenseur descendait lentement dans le puits reliant la surface aux cavernes, les gaz avançaient déjà dans les couloirs, guidés par les courants d'air naturels. C'est à proximité d'une formation emblématique, surnommée la cloche de Moscou, que les deux hommes commencèrent leur tâche habituelle de maintenance. Tandis que Wallis réparait les connexions électriques des éclairages et que Sagendorf inspectait les passerelles et barrières de sécurité, aucun des deux ne remarqua les signes discrets d'un danger en approche. Les gaz s'infiltraient doucement, s'accumulant dans les zones les plus basses, là où ils pouvaient passer inaperçus. Les premiers symptômes étaient faciles à ignorer. Un souffle court, peut-être à cause de l'effort, une petite sensation de vertige. Mais les gaz faisaient déjà leur œuvre. Ils s'attaquaient aux globules rouges, empêchant l'oxygène de circuler dans l'organisme, même si la respiration semblait normale. Quand la concentration atteignit un seuil critique, les choses basculèrent. Vision floue, perte de coordination, jambes qui lâchent. Ce lieu familier devint d'un coup une prison mortelle. Wallis et Sagendorf s'effondrèrent, sans comprendre ce qui leur arrivait. À la surface, un jeune guide de 25 ans commença à s'inquiéter du silence prolongé de ses collègues. Ils auraient dû revenir depuis un moment. Pris d'un mauvais pressentiment, il décida de descendre lui-même dans la caverne pour les chercher. Suivant le même itinéraire qu'eux, il s'enfonça dans des tunnels qui paraissaient normaux,
mais était encore saturé de gaz. Lorsqu'il retrouva les corps inanimés près de la cloche de Moscou, le choc fut brutal. Mais avant même d'avoir le temps de réfléchir, le poison avait déjà commencé à faire effet. Les symptômes montèrent en flèche. Vertige, essoufflement, faiblesse soudaine. Ce qui devait être un sauvetage se transforma en lutte désespérée pour survivre. Abandonnant tout espoir de sauver ses collègues, le guide concentra ses dernières forces sur l'ascenseur, son unique chance de remonter à la surface. Chaque pas était un calvaire. La moindre avancée semblait insurmontable. Traverser ce dédale empoisonné fut une épreuve d'une intensité folle. Et lorsqu'il atteignit enfin la sortie, il s'écroula. Semi-conscient, il fut immédiatement transporté d'urgence à l'hôpital d'Albany. Là-bas, les médecins se battirent pour neutraliser l'intoxication. Dès que la gravité de la situation fut confirmée, une équipe de secours équipée de masques à oxygène et de moyens de fortune descendit dans les grottes. Ils réussirent à remonter les corps de Wallis et Sagendorf dans la matinée. Pendant ce temps, à Bramanville, Elisabeth Louise Millspo se retrouva malgré elle au cœur du chaos. Elle était téléphoniste et toutes les communications passaient par elle. Appels de la direction, familles angoissées, journalistes, sa centrale devint le centre nerveux de cette crise. Les rapports médicaux confirmèrent ce que tout le monde soupçonnait déjà. Wallis et Sagendorf étaient morts asphyxiés, victimes des gaz libérés par le dynamitage. La relation directe entre l'explosion et les décès ne faisait aucun doute. Leurs épouses, Martha Wallis et Mabel Sagendorf, unies dans le deuil et la colère, décidèrent d'attaquer la compagnie en justice. Ce fut un combat inégal, mais symbolique. Une sorte de David contre Goliath, qui mit en lumière les failles de la sécurité au travail et les responsabilités des grandes entreprises. Toutefois, les archives ne précisent pas l'issue du procès. On ne sait pas si elles ont été indemnisées ou si la société s'en est sortie sans condamnation. L'affaire remonta jusqu'aux autorités de l'État et aux organismes chargés de la sécurité au travail. Bien que les enquêtes aient pris du temps, cette tragédie devint un cas d'école. Des années plus tard, l'accident des grottes de Hof fut cité dans de nombreux rapports comme un exemple flagrant de manquement aux règles de sécurité, contribuant à faire évoluer certaines lois et pratiques dans les environnements souterrains. C'est une histoire qui vous serre la poitrine. Ce qui est arrivé là-bas n'était pas juste un malheureux concours de circonstances. C'était le résultat de choix faits à la légère, dans une culture où la productivité passait avant la vie humaine. Owen Wallis et John Sagendorf faisaient simplement leur travail. Et pourtant, ils ont perdu la vie à cause d'un danger invisible que personne n'a pris au sérieux. Ce qui me bouleverse, c'est de penser à quel point tout ça aurait pu être évité. Aujourd'hui, ces mesures de sécurité nous semblent élémentaires. Mais à l'époque, elles étaient négligées. Et ce jeune guide, qui a risqué sa vie pour tenter de les sauver, il aurait pu subir le même sort. Cette histoire ne peut pas rester dans l'oubli. Elle nous rappelle que la sécurité n'est jamais un luxe et que la négligence se paie souvent au prix fort, en vies humaines.